stratégique. Donc, un académique, Pierre Aymar, directeur de recherche au laboratoire de génie chimique de Toulouse, et 2 industriels, Frédéric Salin, directeur commercial et marketing de SNAM, spécialiste du recyclage des batteries, et Vincent Delage, président de Sovamep, dans le recyclage et la valorisation des métaux et des métaux précieux. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de travailler, d'échanger là-dessus sur le recyclage des métaux, comment aller sourcer dans la mine urbaine des métaux qu'on va pouvoir réutiliser, auxquels on va pouvoir donner une seconde vie. Et autant il y a certains métaux pour lesquels les filières de recyclage sont bien ancrées, autant il y a un besoin d'accompagnement sur certains métaux. Et donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Je vous propose de commencer avec Pierre Aymar pour nous donner un peu le contexte. Bonjour à tous. Oui, un élément en termes de contexte, il faut bien rappeler, comme l'a fait Christelle, que le recyclage des métaux, ça ne se limite pas à des métaux critiques, mais qu'il y a des filières à gros tonnage, notamment des métaux ferreux ou non ferreux comme le cuivre ou l'aluminium. Il y a des filières de tonnage intermédiaire de métaux d'usage courant, comme par exemple le plomb, ou spécifiques et donc à haute valeur ajoutée, comme le cobalt ou le nickel, par exemple. Et puis, il y a des filières qui posent un certain nombre de problématiques particulières de matériaux dits stratégiques ou critiques, on y reviendra tout à l'heure, parce qu'ils interviennent dans de très faibles proportions, mais sont absolument indispensables au fonctionnement ou à la fonctionnalité de biens de consommation courante comme l'électronique ou les technologies de l'information, enfin les outils des technologies de l'information, soit dans des équipements industriels comme notamment la conversion de l'énergie, puisque dès lors qu'on veut convertir de l'énergie mécanique en énergie électrique ou dans l'autre sens, on va utiliser un aimant tournant et dans cet aimant, on va avoir un certain nombre de composés de métaux qui vont intervenir à petite quantité mais qui sont absolument essentiels. Alors, néanmoins, cette question de recyclage est un pan important de l'économie. On a quelques chiffres, notamment pour la production de l'acier et de la fonte. Il y a en France une production d'environ 17 millions de tonnes d'acier de fonte. Et dans ces 17 millions, il y a 9 millions de tonnes d'acier ou de fer recyclé. Pour l'aluminium, c'est à peu près la même proportion, pour pas loin d'1 million de tonnes par an. Une particularité, puisque je citais tout à l'heure les non-ferreux, une particularité en France du cuivre, c'est qu'il n'y a plus depuis une vingtaine d'années de métallurgie primaire ou d'affinage de cuivre. La seule production de cuivre vient du recyclage du cuivre récupéré. Et ce qu'il faut connaître, parce que c'est un enjeu à la fois stratégique et économique, c'est que la filière française du cuivre ne traite que 25%, un quart, du cuivre recyclé. Les 3 quarts partent à l'étranger pour un traitement. Donc il y a aussi là une marge, probablement, d'exploitation et de traitement. Alors, il faut rappeler ce que sont les matières premières critiques. Les matières premières critiques sont celles c'est défini comme celles qui présentent un risque particulièrement élevé de pénurie, d'un côté, mais aussi qui jouent un rôle important dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire qui économiquement on prend. Alors, on peut citer l'indium, le lithium, parce qu'on en parle beaucoup à propos des batteries, le niobium, le scandium, les terres rares, le strontium, enfin bon, il y a une liste qui est mise à jour régulièrement, tous les 2 ans à l'échelle européenne et probablement nationalement. Des ressources sont aussi qualifiées non pas de critiques mais de stratégiques lorsque un pays qui en détient finalement la production essentielle va pouvoir agir de manière stratégique justement comme moyen de pression. Alors on cite toujours la Chine qui contrôle 97% de la production mondiale de terres rares et qui détient 60% des ressources connues et qui en 2010 a décidé de réduire unilatéralement de 70% l'exportation de ces terres rares et d'annuler complètement cette exportation vers le Japon en rétorsion à des problèmes locaux, géopolitiques locaux. Donc ces matières premières sont soit stratégiques, soit critiques, mais en tout cas, elles méritent une attention particulière et elles ont de toute façon un poids économique important. Alors je terminerai cette petite introduction en parlant des principales filières de recyclage, et en particulier ce qui les distingue de l'exploitation minérale ou des minerais originels. Et donc,
La première particularité, c'est la collecte. La matière première recyclée, elle peut être localisée quand on a affaire à des chutes de production, par exemple, et dans ce cas-là, on a une source régulière de qualité, bien identifiée, localisée, ou bien dispersée quand il s'agit de récupérer des biens de consommation ou des pièces industrielles, parce que dans ce cas, la composition de ces pièces-là va être variable dans le temps, variable dans l'espace, et donc la composition est souvent très très complexe. Donc un premier goulot d'étranglement, c'est améliorer les filières de collecte qui sont organisées soit par des gouvernements, soit par des acteurs privés. Mais c'est un premier point important, une étape très importante pour cet aspect. Le deuxième point, c'est le tri et la mise en forme de la matière une fois récupérée. Une caractéristique qui conditionne de manière très importante la qualité du produit recyclé fini, c'est la qualité des produits entrants. Donc il faut être capable, en fait, avant de faire toute opération d'extraction, de séparation, de purification, il faut être capable, en fait, d'avoir un premier tri. Et par exemple, je cite cet exemple, mais on y reviendra sans doute, éliminer par exemple les matières plastiques de la matière inorganique, comme les céramiques ou les métaux, avant un traitement pour éviter la production de CO2 par exemple. Enfin vient le cœur du procédé, et le cœur du procédé, ça va être deux grandes familles de traitement. La première, c'est une filière hydrométallurgique. Elle consiste finalement à dissoudre les composés qui sont présents dans les déchets dans des solutions d'acide fort. Si on a un peu de chance, tous les composés qui sont présents dans ces milieux complexes ne vont pas avoir exactement les mêmes propriétés de dissolution, et donc, par approximation successive, on va arriver à une sorte de raffinage. Et on va disposer des métaux qu'on aura ainsi dissous sous une forme de sel. À partir de là, il faudra les récupérer pour essayer de les récupérer sous forme solide, soit par extraction liquide, soit par précipitation de ces sels, soit par réduction chimique. Cette filière-là est probablement celle qui permet d'avoir la meilleure sélectivité, donc les produits les plus purs. Par contre, elle produit des effluents chimiques qu'il faut traiter et dont on parlera peut-être tout à l'heure. L'autre grande filière est la filière pyrométallurgique, où on va traiter cette fois-ci la matière à haute température, soit directement pour fondre les métaux ou leurs composés si c'est possible, soit pour conduire des réactions, par exemple de conversion entre un sulfure en oxyde, ou au contraire une réduction d'un oxyde en ajoutant du coke, par exemple, qui est une grande tradition de la métallurgie, soit pour distiller le métal, on ne sait pas toujours, mais on distille du métal, par exemple le zinc ou le cobalt, peuvent être séparés et purifiés par distillation. Voilà un petit peu les grandes filières, et puis je pense qu'on va avoir maintenant des illustrations et peut-être des précisions sur la manière de mettre en œuvre ces procédés, ces filières. Merci beaucoup effectivement pour cette introduction très claire. Et tout à fait, on va commencer par une première illustration avec le cas de SNAM et du recyclage des batteries. Alors, je vais partager le document. Je peux libérer du masque. Bienvenue. Cela fonctionne? C'est parfait. Bon, bonjour à toutes et à tous, Frédéric Salin, Société SNAM. Alors, on va peut-être commencer par une rapide présentation de l'entreprise SNAM, qui signifie Société Nouvelle d'Affinage des Métaux. Donc, effectivement, nous sommes une société de collecte et de recyclage de batteries et des déchets de fabrication de ces batteries, et de ces déchets, nous allons produire des métaux et effectivement commercialiser ces métaux issus de nos traitements. Nous sommes une société française avec 5 établissements situés en France dans 2 régions particulières, puisqu'on se situe du côté de Saint-Quentin-Fallavier en Isère et à Viviers dans l'Aveyron. Nous sommes certifiés ISO 14001 et l'entreprise représente 150 collaborateurs et nous recyclons entre 8 et 10 000 tonnes de déchets par an. Alors, un point important qui a été cité précédemment, c'est effectivement sur les procédés de recyclage.
nous sommes partis sur une combinaison de différents procédés de recyclage qui vont allier les traitements mécaniques, hein, comme des broyages, de la séparation par densitométrie. On va avoir ensuite des procédés thermiques, hein, comme des fours de pyrolyse, des fours de distillation, des fours de fusion, et finir effectivement pour atteindre un niveau de pureté important par de l'hydrométallurgie pour fabriquer de nouveaux produits avec un objectif, c'est de réintégrer dans l'économie, on parle d'économie circulaire, ces métaux. L'objectif, c'est que ces métaux soient réutilisés, soit en boucle courte, batterie vers batterie, soit sur des boucles un petit peu plus larges pour des aciers spéciaux, par exemple. Donc aujourd'hui, ce qui va être intéressant, c'est de se focaliser sur le sourcing. Donc on ne va pas pouvoir voir tous les sourcings, mais on s'est focalisé sur un qui est le marché de l'automobile électrifiée, puisque c'est un sujet un petit peu à la mode en ce moment, donc on va se focaliser dessus. Et sur l'autre partie, c'est qu'est-ce qui ressort de nos procédés de fabrication. Alors, pour expliquer un petit peu les types de batteries, les types de véhicules, parce qu'on entend un petit peu partout dans la presse, les médias, la télévision, des véhicules hybrides, électriques, rechargeables, non rechargeables. Donc ici, on a une petite cartographie assez synthétique qui permet d'identifier les différents types de véhicules. Quand on parle de véhicules hybrides non rechargeables, on parle notamment de Toyota Prius, qui vont utiliser une technologie qui s'appelle le nickel métal-hydrure, qui est une technologie assez ancienne. Et les batteries pèsent en moyenne entre 40 et 80 kg. Nouvelle technologie qui est en train de remplacer cette technologie de nickel métal-hydrure, c'est le lithium-ion. De lithium-ion, on parle de plug-in hybride, c'est-à-dire qu'on peut recharger, on peut mettre une prise pour recharger le véhicule. Et là, on est sur des batteries qui pèsent entre 150 et 200 kg maximum. Puis là, en ce moment, on parle beaucoup de véhicules full électriques. Donc, véhicules full électriques, où on voit ici un exemple avec une Nissan Leaf. La batterie pèse 250 kg, mais ça peut aller jusqu'à 700, 800 kg sur certaines marques. Donc, ça devient vraiment des éléments très importants. À titre d'information, sur une Tesla Roadster qui pèse 1,2 tonne, la batterie pèse 600 kg. C'est-à-dire que la moitié du poids de la voiture, c'est la batterie. Donc, c'est devenu vraiment très, très stratégique. Et puis, parlons un petit peu aussi des véhicules hydrogène, puisque ça peut être une technologie alternative qui pourra être présentée en masse dans un futur plus ou moins éloigné, qui utilise là aussi des batteries, et notamment une Toyota Mirai qui utilise une batterie au nickel métal-hydrure. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu, il faut regarder en termes de proportions. J'aurais pu donner plein de chiffres, mais il faut pouvoir se focaliser sur quelques valeurs. Si on prend les mises sur le marché au niveau de l'Europe, hein, tout simplement entre 2009 et 2020, c'est plus de 3 360 000 véhicules équipés d'une batterie lithium-ion qui ont été mis sur le marché européen. Et ce qui est important quand on regarde cette courbe-là, entre 2009 et 2020, on voit que ça y est, on a attaqué la montagne. Et la montagne, c'est arrivé en 2020, avec effectivement 42% des mises sur le marché sur les 11 dernières années ont été mises sur le marché en 2020. Donc pratiquement une voiture sur deux a été mise sur le marché en 2020. Et 2020, c'est en réalité 2019 multiplié par 2,4%. Si on fait un focus sur la France maintenant, la France sur la même période, c'est 470 000 véhicules équipés d'une batterie lithium-ion qui ont été commercialisés. Et sur la seule année 2020, on se rend compte que la part de marché du lithium-ion, ça représente 12%. Donc aujourd'hui, ce n'est plus l'épaisseur de trait dans un graphique, c'est un vrai rectangle maintenant. Et petite information, si on regarde sur les 5 premiers mois de l'année sur la France, on se rend compte qu'il y a 110 000 véhicules qui ont été commercialisés sur ces 5 premiers mois de l'année, et on estime entre 250 et 300 000 véhicules qui seraient commercialisés sur l'année 2021 en France. Donc, on peut vraiment dire que c'est exponentiel. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a un contexte réglementaire sur la partie recyclage. Il va falloir s'y tenir. Donc, il y a une réglementation qui est encore aujourd'hui une directive, qui est la 2006/66/CE, qui explique tout simplement que ceux qui mettent sur le marché un équipement qui contient une batterie ou une batterie seule
sont responsables de leur collecte, et ça c'est un point très important parce que c'est le point numéro 1 du recyclage, et le numéro 2 étant le tri, effectivement, en vue de recycler ces batteries. D'accord ? Et cette directive est en cours de révision pour devenir non plus une directive, mais un règlement européen qui devrait rentrer en application sur le premier semestre 2022. Et ce qu'il faut voir sur les principales modifications qui sont apportées et qui sont encore en cours de validation, c'est que les batteries lithium-ion aujourd'hui, dans le sens de la réglementation, ne sont pas considérées comme des déchets dangereux, mais vont probablement devenir dangereux. Les objectifs d'efficacité recyclage vont eux aussi augmenter, puisqu'aujourd'hui, c'est 50% du poids de la batterie qui est le taux minimum fixé par cette directive, pour un passage à 65% à 2025, puis 70% à 2030. Et quelque chose de nouveau et qui est assez primordial pour nous, recycleurs, c'est des objectifs de taux de récupération de ces métaux, que ce soit le cobalt, le cuivre, le plomb, le nickel, avec des objectifs minimum de 90%. Donc c'est très intéressant de pouvoir combiner les deux, entre le taux de recyclage et le taux de récupération des métaux, et ne pas se focaliser que sur les métaux qui sont intéressants. Ça, c'est un point qui est primordial. En tant que recycleur, on est vraiment attentif à améliorer notre efficacité recyclage. Et enfin, un élément aussi qui est primordial et qui est très intéressant pour nous, et c'est aussi l'objet de ce rendez-vous d'aujourd'hui, c'est la réintégration des métaux recyclés dans les batteries neuves à partir de 2030. Et ça, c'est un point qui est très important, parce que quand vous regardez sur cette slide, qu'à partir de 2030, à partir de janvier, les batteries doivent intégrer 4% de nickel issu du recyclage de batteries dans la fabrication de batteries neuves. Donc ça, c'est un point important, et nous sommes là pour aider les fabricants de batteries, mais également tout l'écosystème qui vient en amont de ces fabricants de batteries pour pouvoir leur proposer des matières issues du recyclage pour répondre à cette future réglementation. Donc aujourd'hui, si on se focalise sur la slide d'après, merci. Taux d'efficacité recyclage et taux de récupération sur l'année 2020. Aujourd'hui, Snam atteint une efficacité recyclage de 69%. Rappelez-vous, l'objectif cette année, c'est 50 et ce sera 65% en 2025. Mais autre élément important, c'est ce taux de récupération, c'est qu'aujourd'hui, nous récupérons 99% des métaux comme le cobalt, le cuivre, le lithium et le nickel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons anticipé ces objectifs, on y répond aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter là. Tout l'objet, c'est effectivement de travailler sur un troisième facteur qui n'est pas indiqué dans les réglementations, c'est les niveaux de pureté. Ces niveaux de pureté sont très importants pour pouvoir réutiliser ces matières. Quelle granulométrie? Est-ce que l'humidité, le taux d'humidité est important? Quelle taille de fraction? Il y a beaucoup d'éléments où certains polluants qui doivent être éradiqués comme le fluor. Donc il y a tout un travail, des campagnes en collaboration avec des agences de recherche et de développement pour pouvoir améliorer nos procédés. Alors, c'est bien. Maintenant, on va pouvoir passer donc aux différentes matières. Nous avons deux grandes familles. Nous avons ce que l'on appelle l'écoproduit issu du recyclage. Donc, on va récupérer, on parlait du cuivre. Alors, on a une première fraction qui est mélangée entre cuivre et aluminium, mais notre objectif, c'est de travailler et de trier et de purifier ces éléments-là pour atteindre un cuivre avec une pureté à 95%. Même chose pour l'aluminium. Nous récupérons effectivement de l'acier, du fer, de l'inox, mais également des cartes électroniques, puisque les batteries de voitures électriques sont pleines d'électronique, les BMS, les PCM, etc. Donc de plus en plus de cartes électroniques. Et ne pas oublier aussi les plastiques que nous pouvons récupérer comme certains PVC, mais certains plastiques nous posent problème, vous parliez des organiques, nous posent problème parce qu'ils peuvent être additivés avec des éléments comme des retardateurs de flamme, le brome, par exemple, qui est un véritable cauchemar pour nous, pour le recyclage, mais c'est quand même une réalité. Il faut limiter le risque d'inflammation des batteries. Et enfin, d'autres éléments externes, comme la vermiculite, mais qui sont des éléments qui sont utilisés pour le transport de batteries.
Sur la slide d'après, on va se focaliser, là, sur cette fois-ci, sur les produits, on va appeler ça les produits nobles, et focaliser sur les batteries lithium-ion. Donc, on va avoir ces batteries lithium-ion qui vont suivre donc différents procédés. On parlait de procédés thermiques, de procédés de brouillage de séparation, et ça va nous permettre d'avoir cette black mass. C'est un terme générique qu'on utilise généralement. Nous, on appelle ça le MELNI chez Snam, puisque c'est un mélange à base de nickel. Mais ce nickel, ce mélange-là, n'est pas encore assez pur. On parlait tout à l'heure, on a récupéré les métaux. Maintenant, on va chercher à les purifier, à les travailler pour pouvoir répondre à une demande. Et donc, ce MELNI va nous permettre, par hydrométallurgie, de produire différentes fractions, comme un nickel cobalt manganèse sous forme de carbonate, ou oxyde, ou en sulfate, donc là, à définir. Et là, par la suite, on va chercher à sortir différents éléments comme le graphite, comme le manganèse, comme le cobalt. Ne pas oublier le lithium, effectivement, puisque nous récupérons le lithium et nous produisons aujourd'hui du carbonate de lithium. L'objectif aujourd'hui, si ça intéresse différentes personnes ici derrière vos écrans d'ordinateur, c'est de nous aider à nous communiquer les spécifications, quels sont vos besoins, qu'est-ce qui pourrait être fait, puisque comme vous pouvez le voir, on peut faire plein de choses, mais on ne va pas pouvoir tout faire. Donc il va falloir se focaliser sur différents éléments et en quantité qui seront à identifier par le passé. Écoutez, j'en ai fini. Je vous remercie beaucoup. Et puis, s'il y a des questions, il y aura peut-être des questions après. Merci beaucoup. Donc, effectivement, je vous propose qu'on regarde les questions tout à l'heure. Et donc là, qu'on voit un deuxième exemple avec la société Sovamep. C'est bon? Oui, merci Christelle. Bonjour à tous. Donc, Vincent Delage, le président de Sovamep. Sovamep, ça veut dire Société de valorisation de métaux précieux. Nous sommes une entreprise familiale qui existe depuis une trentaine d'années. Donc, nous sommes implantés, donc le cœur de notre activité est à Muret. Nous avons un site certifié ISO 14001, superficie 20 000 m². Et nous avons également des filiales, si vous pouvez faire défiler. Donc nous sommes au-delà du site de Sovamep où nous avons 23 personnes. Nous sommes également présents au Maroc à travers notre filiale Valdem où il y a 70 salariés. Et nous avons une petite implantation en Italie, au nord de l'Italie, à Valvasone, où nous faisons une activité métaux précieux. Donc Sovamep aujourd'hui, effectivement, ça veut dire valorisation de métaux précieux, valorisation des métaux tout court. Voilà Donc notre activité principale, ce sont les métaux ferreux et non ferreux en termes de chiffre d'affaires. On peut citer donc dans les métaux non ferreux l'aluminium, le titane, le cuivre, l'inox, voilà. On travaille avec des secteurs aussi diversifiés que le secteur aéronautique, mais aussi l'automobile. Nous avons la chance de collaborer dans ce secteur avec Frédéric et sa belle entreprise sur différents métaux ainsi que les cartes. Et nous avons un peu de métaux spéciaux. Et puis, notre deuxième activité, où nous avons une installation d'affinage, ce sont les métaux précieux. Donc, nous traitons l'or, le palladium, l'argent, le platine, l'iridium récemment. Voilà. Donc, et nous avons en fait depuis 2018
nous avons pris l'option de nous adosser pour faire cette recherche en matière de métaux précieux. Nous avons comme partenaire l'ICSM à Marcoule, dans le Gard, qui est une filiale du CEA. Et donc, nous avons répondu ensemble dans le cadre d'un projet Redinov sous l'égide de la région Occitanie. Et en fait, pour notre activité métaux précieux, nous avons en fait deux procédés de la pyrométallurgie dont on parlait tout à l'heure, donc avec des fours, et nous faisons de l'affinage également. Et nous avons de l'hydrométallurgie, effectivement, avec l'utilisation d'acides, aujourd'hui chlorhydrique et nitrique. Et dans le cadre de notre projet Redinov, avec l'ICSM, nous travaillons et nous sommes sur le point d'aboutir à des traitements alternatifs. Voilà, donc pour justement faire en sorte que ces acides nitriques chlorhydriques qui donnent de l'eau régale, on substitue ça par des procédés plus green. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus nous avons déposé 2 brevets pour 2 types de traitements. Tu peux passer à la slide suivante. Donc voilà, en fait. Ah, pardon. Voilà. Je vais aller un peu vite. Non, avant, il y avait une. Voilà. Donc en fait, comme chez Frédéric, je suppose, tout commence par décidément, tout commence par un laboratoire. Voilà. Donc bon, c'est très important pour nous, en fait, de savoir. En fait, nous, on travaille sur du déchet. Mais là, ce ne sont pas des batteries, et donc je vous montrerai la segmentation que nous avons. Et donc, nous avons un laboratoire dédié qui nous permet d'analyser, de voir ce qu'a dans le ventre le déchet en matière de métaux précieux. Si on peut passer au slide suivant. Voilà, donc on a vous voyez notre four de calcination, voilà. On a un four d'affinage et puis une petite vision de notre installation d'hydrométallurgie. Donc en fait, tout commence par soit de la calcination, on peut passer d'ailleurs sur voilà, donc soit de la calcination directement, on a des broyeurs également pour broyer notre cendre. Si on peut passer, voilà. Et donc voilà, on a ça effectivement. Donc soit c'est un déchet simple qui n'a pas trop de plastique, et ben on les met directement en solution hydrométallurgique. Soit c'est un déchet plus complexe. Et justement, Snam connaît bien les déchets, c'est pas tous les mêmes supports. Donc on est obligé de le calciner, de le broyer ensuite en les cendres pour une mise en solution. Voilà. Donc ce que disait mon collègue à côté, effectivement, malheureusement aujourd'hui, nous vendons, il n'y a pas il y a de moins en moins de fonderies aujourd'hui en France. D'ailleurs, la semaine dernière, la fonderie MBF était placée en liquidation judiciaire. En cuivre, effectivement, beaucoup de fonderies. On travaille avec l'Allemagne ou la Belgique, voire le Japon. Et donc, ça pose effectivement un souci parce que on n'a plus ces compétences. Donc voilà, en fait, donc aujourd'hui, si vous voulez, la prochaine étape, donc on calcine, on broie et par l'hydrométallurgie, on arrive à isoler des métaux précieux. La prochaine étape que nous n'avons pas encore effectuée, ce sera l'électro-raffinage, l'électro-winning, hein, qui nous permettra d'isoler les platines, le palladium, tous ces métaux-là. Donc un petit spectre de ce que nous traitons. Donc Sovamep, traditionnellement, on travaille avec l'industrie des semi-conducteurs. Vous avez quelques exemples en haut. Ce sont des cartes dorées. Et depuis la reprise de la société, puisque j'ai repris en 2014 cette société avec mon associé Philippe Baudet, qui dirige le Maroc, qui est le directeur général, nous sommes diversifiés sur des déchets provenant de l'industrie de la mode, donc d'où notre implantation en Italie.
Donc on peut parler de lunettes, boucles de ceinture, sacs. Mais aussi des déchets provenant de l'industrie automobile. Donc on arrive à valoriser donc des catalyses qui sont contenues dans les pots catalytiques qui contiennent des palladiums, du platine et des métaux qui nous intéressent. Alors, si on peut passer au slide suivant. L'idée, c'est de continuer à élargir le spectre des déchets traités. Donc, notamment, là, nous sommes sur des creusets en iridium, c'est un des métals que nous traitons et avec la filière nucléaire. Et puis aussi le secteur de la santé, avec des amalgames dentaires, des sondes de platine, des pacemakers, qui posent des soucis parce que effectivement il y a une pile à l'intérieur et donc c'est compliqué. Donc on est en train de travailler justement parce que, comme le disait justement Frédéric, les déchets, les supports sont très variables. Et pour trouver entre guillemets le platine, le palladium, l'or, tous les métaux précieux que vous pouvez imaginer, eh bien, il faut travailler ces déchets et ça nécessite des aménagements. Donc ça, nous travaillons là-dessus. Les déchets, c'est un peu morbide, mais les déchets métalliques issus de centres de crémation, il faut savoir effectivement que nous avons des métaux non ferreux, des prothèses, des déchets métalliques, bien sûr, mais aussi des métaux précieux à travers les amalgames dentaires. Donc c'est un secteur que nous commençons à investiguer et nous allons commencer nos premières démarches là-dessus. Et puis on peut citer aussi, nous en faisons un peu, les déchets issus de l'industrie du luxe, avec les porcelainiers, le secteur de la robinetterie de luxe, les stylos, la maroquinerie. Donc vous avez là les chromos qui sont utilisés par des gens par les porcelainiers de Limoges, ainsi que des chiffons qui permettent, ces chiffons contiennent des métaux précieux quand ils font les décors sur les assiettes. Et donc nous traitons ce genre de produits. Voilà, j'en ai fini. Merci. Merci beaucoup. Du coup, peut-être si on revient sur les enjeux finalement de ce que vous avez illustré comme exemple. Donc, on voit un enjeu notamment d'impact environnemental du recyclage des métaux. Avec du coup un projet que vous avez engagé pour réduire l'impact et trouver des nouvelles solutions d'hydrométallurgie. Oui. Est-ce que c'est des choses qui vont se poursuivre? Est-ce que ce sont des choses que vous faites également côté SNAM? Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On ne s'arrête absolument pas là où on est aujourd'hui. Pour vous dire, on dispose aujourd'hui de la technologie. On sait faire un certain nombre de choses. Maintenant, il va falloir qu'on se dimensionne pour pouvoir traiter les quantités. Aujourd'hui, quand on regarde sur le marché, donc je n'ai pas cité ce chiffre, mais sur les 11 dernières années, c'est près de 12 millions de véhicules équipés de batteries lithium-ion qui sont mis sur le marché. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'elles vont être à recycler. Notre marché, ce n'est pas la voiture qui est commercialisée aujourd'hui. Ce sera cette même voiture, mais dans 5, dans 10, dans 15 ans. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il va falloir gérer toute cette fin de vie qui va intervenir dans les prochaines années. Admettons que ce soit dans 10 ans, on a vu que les gros volumes, c'était en 2020. Donc 2030, on va avoir des volumes très importants. Mais il y a quelque chose qu'il faut également prendre en considération, c'est la fabrication de batteries. Les déchets de fabrication de batteries représentent entre 4 et 7% des volumes réalisés. Donc, quand vous avez des entreprises qui sont en train de s'implanter en France, on peut parler d'ACC pour en citer qu'une, mais en Allemagne, partout en Europe, en Pologne, en Hongrie, c'est aujourd'hui qu'il faut traiter leurs déchets de fabrication et pas dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans. Donc, il faut se dimensionner aujourd'hui pour traiter les déchets de production des usines de fabrication de batteries et se préparer sur des volumes additionnels qui interviendront dans quelques années. C'est les batteries en fin de vie qui ont été commercialisées dans les années 2020. Et ce qui est important aussi, c'était abordé tout à l'heure, c'est
la transformation des déchets et des métaux. C'est-à-dire que les batteries qui sont aujourd'hui mises sur le marché ne sont pas les mêmes que celles qui ont été mises sur le marché il y a 10, il y a 15 ans, et celles que l'on va produire dans 5 ou dans 10 ans ne sont pas les mêmes que celles que l'on a aujourd'hui. Et quand on parle de boucles courtes, si on reprend du nickel, du cobalt, c'est bien, mais il faut que dans les prochaines années, les manufacturiers de batteries soient toujours intéressés par le nickel, par le cobalt. Et aujourd'hui, on parle de technologies comme du lithium phosphate de fer. Le lithium phosphate de fer, il n'y a plus de nickel, il n'y a plus de cobalt dedans. Donc, la réglementation spécifie ce genre d'éléments. Il y aura toujours du lithium, bien sûr. Mais enfin, ces éléments-là ne rentreront plus dans la composition. Donc, il faut regarder des centaines et des centaines de paramètres. Donc, c'est un travail en continu sur l'amont, mais effectivement aussi sur l'aval. Oui, pour rebondir sur ce que dit Frédéric, effectivement, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de regarder et de se projeter. Bon, je dirais de notre côté, en fait, et ce qui nous caractérise à SNAM et à Sovamep, c'est que nous sommes dans une activité quand même très importante pour la vie du pays. Nous traitons en fait ce qu'on appelle, et l'État s'en est aperçu ainsi que l'Europe, nous traitons les intrants essentiels à l'économie française. Donc, quand on enlève de la ferraille, quand on enlève de l'aluminium, quand on traite des métaux précieux, quand on traite des batteries, eh ben c'est du vrai développement durable avec de l'extraction de matières premières secondaires. Et je trouve que c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, grâce à l'action de notre syndicat professionnel qui est FEDEREC, et ainsi que des industriels, c'est de demander d'incorporer des matières premières secondaires dans la fabrication de nouveaux outils. Ça, c'est très très important parce que, comme le disait mon voisin, il y a pratiquement plus de fonderies en France. Et dans le concret, sur mon activité Sovamep, 95% des métaux que je travaille, que je trie, sont exportés. On travaille essentiellement avec les pays limitrophes, mais aussi l'Allemagne, dans les métaux précieux jusqu'au Japon. Et c'est quand même incroyable qu'on ait perdu toute compétence. Je peux vous citer un cas très, très pragmatique. Pour notre installation d'affinage de métaux précieux, donc vous êtes obligé d'avoir un ouvrier fondeur. On a eu toutes les peines du monde à recruter. On a trouvé un ouvrier fondeur qui venait de l'aéronautique, mais les compétences se perdent. Les compétences se perdent. Et ça, c'est dramatique parce que, si vous voulez, on a un futur, je pense, radieux en matière d'environnement, parce que je vous ai expliqué. Mais il faut effectivement avoir les hommes pour faire en sorte de pouvoir extraire ces matières premières. Voilà. Peut-être en 2 minutes pour terminer, vous, votre vision d'académique, peut-être sur quelle réponse on peut apporter aux enjeux qu'on voit là auprès des industriels, que ce soit environnemental ou trouver les débouchés. Alors, en tant qu'académique, il y a une première réponse que je voudrais donner, c'est à la question de Vincent à l'instant, c'est la formation. On voit dès cette année, dès ces dernières années, on a vu une évolution des programmes d'écoles d'ingénieurs comme celle de l'ENSIA7 ou des masters procédés de l'université Paul Sabatier, pour ne citer que Toulouse, mais qu'il y en a bien d'autres ailleurs, à Albi par exemple ou à Montpellier. On voit une évolution des profils d'enseignement et on sait que les étudiants sont, la génération qui vient, est très sensible à ces questions-là, à l'économie circulaire. Donc, il y a une évolution. Elle sera peut-être en retard par rapport à ce à quoi vous aspirez. En tout cas, il y a à la fois une prise de conscience des universitaires et une demande des étudiants qui veulent absolument se tourner vers des métiers pour lesquels ils puissent avoir un sens. Et puis sinon, moi je pense qu'on a des recherches, des travaux à faire, notamment dans le domaine du tri. Aujourd'hui, le tri est en partie manuel.
c'est difficile, ça ne peut descendre qu'à un certain niveau. C'est assez fastidieux, c'est peu valorisant, je pense. Enfin, vous pouvez mieux en parler que moi, Vincent. Mais donc il y a des procédés de reconnaissance qui commencent à évoluer. On a parlé de flottation, de susceptibilité magnétique, de constante diélectrique, ainsi de suite. Je pense que l'intelligence artificielle, par exemple, couplée à la robotique, devrait permettre d'avancer et de faire pas mal de progrès. La deuxième chose, je pense, qui est très importante, c'est la caractérisation de la matière entrante, à la fois de la black matter, mais également non seulement élémentales, c'est-à-dire il ne s'agit pas de savoir s'il y a du lithium et du fer, mais aussi sous quelle forme, est-ce qu'il y a des solutions solides, est-ce qu'il y a des oxydes, quelle est la structure, parce que les propriétés de dissolution ou de fusion, les températures de fusion vont changer. Et une analyse thermodynamique qui ne se fait pas, qui n'est pas encore, à mon sens, suffisamment développée, est absolument indispensable pour trouver des raccourcis et éviter d'introduire des composés intermédiaires dans la production de métaux purifiés. Évidemment, la connaissance chimique et physico-chimique, à la fois des matériaux et puis des solutions que l'on peut produire, est importante. Et enfin, je finirai par mon domaine, c'est que l'intensification des procédés, en particulier par les couplages de procédés, vous en avez déjà parlé, vous avez montré à quel point c'était important, l'intensification des procédés, les procédés one-pot, où on va réaliser finalement de manière intégrée plusieurs opérations, sont des solutions à la fois sur le plan énergétique et sur le plan de la réduction des effluents. Voilà quelques idées dont on pourrait parler pendant des heures. Eh bien, merci beaucoup. On va être obligé de clôturer cette session parce qu'il y en a d'autres qui se poursuivent, mais je propose d'adresser directement aux intervenants les quelques questions qui ont été posées. Merci à vous et puis n'hésitez pas à prendre des rendez-vous pour cet après-midi pour échanger avec eux. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.